Nous avons une autre présentation avant, une histoire extraordinaire qui nous vient de Roumanie. Daniel H. Merci pour vos applaudissements. Je vais dire que tout ceci a été la conséquence d'une rencontre faite sur un chantier des pyramides de Bosnie, donc à une trentaine de kilomètres au nord de Sarajevo, où nous avions été il y a maintenant une dizaine d'années, et où nous avons fait une belle rencontre qui nous a guidés vers tout ce qu'on vient de voir, quoi. C'est-à-dire c'est vraiment le déclic qui a été sur le chantier des pyramides de Bosnie. Je vais demander à Birgit Knaus, que nous avons rencontré sur ce chantier, de dire un petit mot sur le voyage qu'elle a fait en Roumanie juste avant le chantier et qui l'avait vraiment bouleversé. Alors Birgit est autrichienne, espagnole, en France maintenant, et à l'origine elle est artiste, portraitiste, dessinatrice, peintre. Voilà. Allô, bonjour à tous. Excusez-moi, mon français n'est pas parfait, mais je vais essayer de m'exprimer. On s'est connus. D'abord, je suis moitié espagnole, moitié autrichienne, mélange. Et depuis 2011, je suis devenue la représentante des pyramides de Bosnie pour l'Espagne et pour Sud-Amérique. Et puis, en 2013, je viens de retourner de la Roumanie, où j'étais invitée par Peter Moon, qui est l'éditeur il était le premier éditeur de tous les livres de Radu Sinamar aux États-Unis. Et c'était lui qui m'a invitée pour venir aux États-Unis pour être avec un groupe américain. Et c'était vraiment un voyage extraordinaire que j'ai jamais... bon, c'était unique. Et après ça, je suis venue avec un tout petit groupe, avec Wanda Osman, qui était la dame qui a organisé ce groupe. On est tous venus à Bosnie. Et donc, voilà, j'ai connu par hasard à Daniel dans le bus avec Sam Osmanagic qui nous a portés par toute la Bosnie pour nous montrer les différents sites sacrés et intéressants. Et comme ça, j'ai commencé à parler avec Daniel pour lui dire que je viens d'être à Roumanie, tu dois savoir de tout ça. Et bon, c'est ça, comment on a commencé. C'est tout. Merci beaucoup. Voilà. Voilà, et après, il y a tout le reste, c'est-à-dire il y a la connaissance de l'existence des livres, alors qui est pour le moment, à cette époque-là, il y avait 4 tomes de Radu Sinamar qui étaient publiés aux États-Unis, et qui étaient en anglais évidemment, et avec mon amie Sylvie, qui est ici d'ailleurs, on s'est jeté dessus, quoi, surtout elle était plus rapide que moi, et alors, le premier... c'est Transylvanian Sunrise, qui raconte la découverte d'une cavité souterraine dans les monts Buseđi. Alors c'est des montagnes qui se trouvent, on va dire, à 120 km à peu près au nord de la capitale, quoi. C'était découvert par un satellite d'observation américain
qui était un satellite qui pouvait voir les cavités qui pouvaient exister sous le sol et qui a détecté aussi le fait que la cavité sous les monts Buseji était protégée par des barrières électromagnétiques, enfin qui ont été détectées. Voilà. Et après ça, il y a eu évidemment l'envie de les voir. Alors l'image que vous avez là, elle vient d'un site roumain. Alors qui s'appelait Département Toul 0, Département 0 Roumanie. Le Département 0, c'est un organisme, un petit peu un service secret roumain. C'était pas terrible qu'il ait un site très public, donc ils ont changé de nom depuis. Enfin, il existe toujours. Voilà, et cette cavité était sous un lieu qui est assez connu en Roumanie, qui est le Sphinx. Sphinxul en roumain, c'est un rocher qui a une forme de tête de sphinx un petit peu, et deux rochers qui s'appellent Babélé, ça veut dire les pleureuses. Et alors la cavité, la grande cavité, vous voyez là, il y a Babel et Sphinx du Buseji, et à 40 mètres des rochers de Babel, si on descend verticalement, on est dans l'axe de la coupole souterraine. Alors le problème de la coupole, c'est que on ne pouvait pas l'atteindre directement. Hein, c'est-à-dire les Américains sont venus avec des techniques de forage avancées. Et le problème, c'est qu'ils n'ont pas pu forer dans le tunnel qui menait à la coupole, qu'ils avaient pourtant repéré, parce que leurs instruments étaient inopérants. Et d'où la nécessité de faire appel à quelqu'un qui agirait par d'autres moyens. Et c'est là que s'activent les contacts qui passent, hélas, par des francs-maçons. Hein, c'est-à-dire il y a un appel qui est fait à la franc-maçonnerie internationale et eux vont être chargés d'essayer de débloquer tout ça, sachant qu'en même temps le service département 0 roumain avait quelqu'un qui avait été formé relativement récemment, qui avait été repéré, alors on est à l'époque de Ceausescu, hein, à l'époque, qui avait été repéré par les services secrets roumains à cause des conditions un peu étonnantes de sa naissance. En fait, le médecin accoucheur n'arrivait pas à couper le cordon ombilical. Il a fallu utiliser un scalpel, ce qui est quand même pas très habituel. Et bon, après, les parents ont été contactés en leur disant que cet enfant sera suivi. C'est-à-dire qu'ils devaient faire des rapports mensuels sur qu'est-ce qu'ils remarquaient par rapport au développement de l'enfant. Et en fait, ils ont remarqué des choses assez vite qui n'étaient pas des choses très courantes. Alors, on va passer à la suivante. Et alors, ce qui se passe quand César, alors il s'appelle César Brad, quand César Brad, alors il va à l'école, etc. À l'école, il développe des capacités très étonnantes, hein, du genre la maîtresse, enfin la professeure des écoles, demande d'apprendre une récitation et César Brad, il jette un coup d'œil et puis il regarde dans la cour de récré, il regarde les mouches voler, en gros, mais bon, il apprend pas. Et elle lui demande, mais alors César, qu'est-ce que tu fais ? On va t'interroger. Il dit, ça va. Elle l'interroge, il répète la récitation sans une erreur. Et après, elle se dit, il y a quand même quelque chose de bizarre, ou alors il a dû apprendre ça à la maison, et que c'est quelque chose comme ça. Donc elle redonne un autre texte qu'il n'a aucune chance de connaître, et pareil. Donc, alors là, elle convoque les parents, puis bon, le département 0 est informé, mais voilà. Alors après, César est suivi par un médecin chinois qui s'appelle le docteur Sien, enfin qui est appelé le docteur Sien. Et quand César, à l'âge de 10 ans,
est retrouvé par sa mère au moment où elle l'appelle pour venir manger en lévitation au-dessus de son lit dans sa chambre fermée. Il y a quand même un os. Alors évidemment, quand ils sont obéissants, les parents, hein, quand même. Alors ils étaient rétribués hein, pour les rapports mensuels, mais bon, c'était quand même l'époque de Ceausescu. Donc elle fait un rapport, évidemment. Enfin, c'est son papa qui fait un rapport. Et le département 0, ils viennent chercher le gamin et ils disent bon, désormais, c'est nous qui ferons son éducation. Et il est emmené dans une base militaire. Et en fait, après, il dira que c'est la chance de sa vie. Tout simplement parce que son éducation est confiée aux médecins, aux soi-disant médecins qui venaient l'observer mensuellement. Et en fait, ce n'est pas un médecin, c'est un bonze chinois qui travaillait pour le service secret chinois. Voilà, et il lui apprend des tas de choses qui sont des choses spirituelles aussi. C'est pas du tout le matérialisme. Non, attendez, je me suis trompé de sens. Hop. Voilà, alors il lui apprend par exemple comment fonctionne la transmission de pensée, c'est-à-dire le fait qu'on a un brouillard mental avec des pensées confuses qui se mélangent, et la possibilité de focaliser son attention vers un autre individu et d'avoir une transmission de pensée avec cet individu. Oh, j'ai rien fait pourtant. Il lui apprend aussi les différents plans de la conscience, les plans vibratoires, la nature vibratoire de la réalité. Bon, tout ça, c'est des choses qui ne sont pas franchement dans les programmes scolaires roumains de l'époque, mais qu'il apprend et qui lui serviront plus tard. Et alors, du coup, c'est César Brad qu'on va appeler, comme on voit qu'on n'y arrive vraiment pas, pour pénétrer dans la cavité. Alors, les Américains qui travaillent avec les Roumains, parce que les Roumains avaient mis comme condition que les équipes soient paritaires. On est en Roumanie quand même, ce n'est pas les Américains qui dirigent. Voilà. Mais enfin, les services américains venaient avec leur technologie, donc ils ont pu pénétrer jusqu'à une cavité qui était face à l'entrée de la galerie. Et le problème, c'est qu'il y avait un mur de pierre alors taillée quand même, lisse, on va dire, mais qu'on ne pouvait pas franchir. Et ils savaient qu'il y avait une barrière énergétique devant. Et il y a eu, alors les Américains avaient très peur, les soldats américains qui étaient là avaient très très peur, tout simplement parce qu'ils avaient trouvé la même chose en Irak, au moment de la première guerre en Irak. Il y avait le même type d'installation en Irak, avec barrière énergétique, où des soldats américains avaient laissé leur peau. Et là, c'est quelques militaires roumains un peu imprudents qui s'approchent de la barrière énergétique et arrêt cardiaque immédiat et mort. Et alors César Brad va, sans tout de suite qu'il y a quelque chose à faire sur le côté de la barrière, de la porte en fait, de la paroi, où il y avait une petite plaque, et il approche sa main de la plaque, et le truc se déclenche, et la barrière, la pierre en fait, la pierre qui bouche la galerie se met à coulisser et rentre dans la paroi, et à ce moment-là, on peut rentrer. Et ils ont un couloir qui était éclairé, sans appareil d'éclairage, un petit peu comme on a vu ailleurs en fait. À chaque fois qu'on arrive dans ce genre de choses, il n'y a pas d'appareil d'éclairage. Et ils arrivent dans une salle où il y a 6 tables, 6, non, ça doit être 8, ouais. 8 tables, 8 ou 10, je ne sais plus, 2, 4, 5, ouais, ça doit être 10. 10 tables en T, mais qui ne sont pas notre taille, qui sont une taille de gens, on va dire, 2 fois plus grands que nous, quoi, de géants.
Voilà. Et après, tout est à taille de géant là-dedans. Et il y a un appareil, ils ne savent pas ce que c'est au milieu, sur une petite estrade avec des marches. Alors en fait, on comprend dans un autre livre que c'est un appareil à faire voyager la conscience dans le temps. Et il y a quelques autres dispositifs, dont une fiole avec de l'or monoatomique et un petit dispositif qui est là pour voir des scènes de la vie de l'humanité. Et puis, 3 entrées, un tunnel qui mène en Égypte, un tunnel qui mène vers la terre intérieure et un tunnel un peu compliqué parce qu'il va vers le Tibet, mais en même temps, il a une galerie qui va en Irak, une autre qui va vers un endroit en Roumanie et un endroit en Mongolie. Enfin, bon. Alors, ils vont prendre les 3 au fur et à mesure des livres. Alors, des géants. Qu'est-ce que c'est que cette histoire des géants et comment ça se fait que dans les cimetières, on trouve que des gens qui ont notre taille? D'ailleurs, c'est peut-être pas tout à fait vrai, quoi. C'est ça la raison. Et en fait, en Roumanie, on a trouvé un nombre relativement élevé de squelettes de géants, dont un qui est assez sidérant, qui est très proche de Rosia Montana, qui est une région où il y a des mines d'or dont je vais reparler tout à l'heure. Le 13 décembre 1976, on trouve un squelette de 10 mètres de haut. Et le crâne, on l'aperçoit là. Enfin, il y a le pied d'un... Voilà, il y a le pied d'une personne qui faisait les fouilles et on voit le crâne à côté qui est beaucoup, beaucoup plus grand que le pied. Voilà. Alors, est-ce que tout ça est public en Roumanie? Mais un petit peu quand même. C'est ça qui est très surprenant. C'est que sur une chaîne de télé très large public, on va dire sur TF1, quoi, en Roumanie, alors ça s'appelle Antena 1, il y a une émission qui s'appelait « Les géants ont un tunnel secret dans le Boussédji ». Voilà, où on a montré, où il y a un certain nombre de spécialistes, ils ont montré des photos des fouilles, ils ont interviewé des... Oups, pardon, je me suis trompé de sens. Voilà, ils ont interviewé des spécialistes et il y avait du public pour faire la claque un petit peu, là, voilà. Et puis, ils avaient, pour les besoins de l'émission, fabriqué un pantalon à l'échelle des géants de la cavité du Boussédji, avec deux femmes légèrement vêtues qui présentaient le pantalon. Bon, ça vous donne une idée de l'ambiance, mais ça montre aussi que cette histoire de Boussédji n'est pas complètement inconnue en Roumanie. Alors, il y a ceux qui y croient, il y a ceux qui n'y croient pas. Mais nous, on a vu les deux. Voilà, parce qu'on a été pas mal de fois en Roumanie après cette histoire. Alors après le 3e livre, alors pourquoi le 3e livre? Là, je suis un petit peu dans l'ordre de la publication en France, parce que les éditions Atlante, avec qui j'ai eu le premier contact et qui a décidé après de publier, de traduire les livres en français, puisque... sinon ça ne serait pas fait. Donc les éditions Atlante ont préféré publier Le mystère égyptien en second, parce que c'était plus attrayant pour le public, on va dire. Voilà. Bon. Et le mystère égyptien, c'est en fait, on prend le premier tunnel, quoi. Le premier tunnel, et on va se retrouver en Égypte, en dessous. Alors, une grande salle souterraine. Et Radu Sinamar a pu consulter des séquences de l'histoire de l'humanité. Et alors, il y a une séquence qui est très intéressante, c'est il voit un peuple de bergers et d'apiculteurs
il y a 9 à 10 000 ans, c'est-à-dire il y a quand même assez longtemps, dans les monts Apuseni. Alors les monts Apuseni, Rosia Montana est là-dedans. Donc voilà, c'est toujours les mêmes régions en Roumanie qui sont les régions où il s'est passé des choses. Les monts Apuseni, vous les avez là, Bucarest est par là, par ici. Alors il menait une vie très simple, passait beaucoup de temps à la méditation, et il les voit dans ces images 3D en fait, sur l'appareil qui sert à visualiser les scènes de l'histoire de l'humanité. Il les voit méditer, une colonne de lumière se former, et après, les gens se rentrent chez eux, mais exactement de la même manière qu'ils sont venus à la réunion qu'a vu Robert, c'est-à-dire où les gens se dématérialisent. Ils rentrent chez eux comme ça, quoi. Voilà. Alors, il y a des véhicules électriques à fusion froide qui permettent, enfin la fusion froide c'est la génération d'électricité, qui permettent de se déplacer, ils y vont assez vite, 130 km/h à peu près si je me rappelle bien. Voilà. Alors la fusion froide dans les revues scientifiques ça n'existe pas, ça a été très décrié. Donc visiblement, les services américains savent faire et des trucs qui n'existent pas scientifiquement. Voilà. Voilà. Et puis il y a une série de cristaux à l'entrée du tunnel et au bout du tunnel. Alors ils mettent quand même un certain temps, parce qu'à 100 et quelques km/h pour aller de Roumanie en Égypte, ça met quand même quelques temps. Donc il y a des pauses, on s'arrête pour se reposer, pour dormir un peu, on repart. Alors ils avaient des stocks de nourriture, enfin ils sont arrivés au bout et ils arrivent sur la chambre secrète en Roumanie. Alors je ne sais pas si vous voyez bien sur la photo, à mon avis vous ne voyez pas très bien. Il y a une pyramide, la pyramide de Khéops qui est là, et la cavité souterraine, elle doit être... Non, ça c'est le sphinx, la cavité, elle est là, elle est dessous. Elle est quand même très en dessous. Et alors quand on rentre dans la cavité souterraine, il y a plusieurs choses. Il y a un grand cristal, il y a au milieu, il y a un demi-cylindre avec un siège et un dispositif avec des pierres, des cristaux qu'on peut mettre autour de la tête. Comme une couronne un petit peu. Et en fait, ça déclenche des ondes qui permettent de faire voyager à la demande sa conscience dans le temps. Sauf que c'est pas très facile et qu'il n'y en a qu'un seul qui arrive à le faire correctement, c'est César Bratt, parce qu'il est entraîné. Radu Sinamar, il essaye, il foire un peu, quoi. Voilà. Et puis, il y a une autre chose qui est très intéressante, c'est une plateforme antigravité. C'est-à-dire, il y a une plateforme qui est en coupe, peut-être sur l'image d'après, elle reste au-dessus du sol, à environ 1 mètre. Et si on s'assoit dessus, vous lui demandez d'aller dans telle direction, elle y va, quoi. Elle vous obéit. Elle obéit à la pensée. Oui, ça c'est la coupe de la plateforme qui est là. Alors il y a de l'or, il y a des alliages à base d'or sur le revêtement de la plateforme. Et là, c'est la vue de la plateforme. Alors le demi-cylindre, César Bratt décide, après que tout le monde l'essaye un petit peu, décide de passer du temps sur ce dispositif et d'assister à des parties de la vie de Jésus-Christ. Et là, il assiste à la parabole du semeur. Et en fait, alors elle correspond à peu près à ce qu'il y a dans les évangiles, avec le fait que ça se passe en 2 parties, ça ne se passe pas en une fois, ça se passe en 2 fois. Et il voit des choses qui ne sont pas dites du tout dans les évangiles, quoi. Il voit des choses en plus. Et ce qu'il voit aussi, c'est la descente de croix.
Et la descente de croix, alors il voit, dans les scènes qu'il a vues de la vie de Jésus, il a remarqué une chose, c'est qu'il y avait une femme qui était toujours là, qui était toujours à ses côtés. Alors vous devez deviner qui c'est Marie-Madeleine. Hein. Marie-Madeleine, elle apparaît presque à César Brad comme la disciple principale, quoi. C'est la plus proche. Voilà. Et après, bon, il descend de son corps et il y a un tremblement de terre, un orage terrible. Et ça, en fait, ça correspond à ce qui est décrit dans l'évangile de Matthieu. C'est Matthieu 51. Et en fait, il voit des choses en plus de ce qui est décrit dans Matthieu. C'est le fait qu'il y a eu 2 énormes disques volants qui étaient visibles dans le ciel à ce moment-là, avec des lumières orange et bleues clignotant autour et des cônes de lumière puissants, des grands projecteurs qui éclairaient le sol, comme au plein jour. Alors, le second livre, alors qui est en fait en français, c'est le 4e, on n'était vraiment pas dans l'ordre. Alors, le second livre, alors, aux USA, c'est Transylvanian Moonrise. En français, c'est 12 jours, une initiation secrète au mystérieux pays des dieux, qui est une traduction littérale du titre roumain. Ça commence par une rencontre avec un alchimiste, une rencontre à Bucarest, dans la capitale roumaine, avec un alchimiste. Et un alchimiste curieux parce qu'il est très vieux, il est très très vieux. Et en fait, il raconte son cheminement intérieur qui dure sur des centaines d'années pour rencontrer son ancêtre vieux de 500 ans, alors qu'il finit par rencontrer, parce que c'est pas très évident. Il y a un cheminement à la fois spirituel pour lui, mais il y a eu aussi un cheminement très matériel pour trouver l'ancêtre, mais qu'il a fini par rencontrer. Et il est parvenu à la pierre philosophale, qui n'est pas ce qui transforme le plomb en or, mais c'est essentiellement au niveau de la conscience. Hein, transformer la conscience en or au niveau de la conscience. Ce qui n'empêche pas de transmuter des choses au passage. Alors ça m'a amené à quelque chose qui n'est pas dans les livres de Radu Sinamar, qui est le fait que les transmutations, ça existe peut-être. Il faudrait s'en inquiéter. Il y a quelqu'un en France qui s'appelle Corentin Louis Kervan, qui travaillait pour un laboratoire de la ville de Paris et qui a constaté, en faisant des expertises après des accidents, qu'il pouvait y avoir transformation d'azote, azote c'est 14, en oxyde de carbone, c'est C12 plus O16, mais si vous faites la somme des deux, ça fait pareil. Hein. Et donc, c'est-à-dire, il peut y avoir une transmutation d'azote par la voie biologique en oxyde de carbone mortel. Et en fait, il a expertisé des gens qui sont morts d'intoxication ou qui ont été fortement incommodés à l'oxyde de carbone, à des endroits où il n'y avait pas le moindre oxyde de carbone. Mais c'était près de fours à haute température, où, au contact des muqueuses, il pouvait y avoir une transmutation biologique entre l'azote et l'oxyde de carbone. Alors, il y a pas mal de bouquins qui ont été écrits par Kervan. Il y a tout un document qui existe sur Internet, sur Wikibooks, sur les transmutations biologiques. Et il y a un travail tout à fait scientifique qui a été fait par un directeur de département de l'université de Kiev avec une scientifique de Moscou qui ont travaillé en laboratoire avec des mesures des mesures avec les instruments actuels, des mesures précises qui montrent que des organismes biologiques peuvent bien faire des transmutations d'atomes. Alors ce que la science actuelle nie complètement, évidemment. Bon, c'est une digression.
Alors après, ils sont toujours avec Elinor, qui est l'alchimiste, et il leur donne un rendez-vous pour aller faire un trajet, qui va être un trajet dans les monts Apuseni, encore toujours les mêmes, où ils vont partir avec Repasundi, qui est l'ancien docteur Sien, qui en réalité est un lama tibétain, je vous l'avais dit, et ils vont être rejoints par un yidam. Un yidam, c'est un être géant protecteur dans la mythologie indienne. Alors je vous ai mis une image de yidam trouvée sur Internet. Et il passe à travers un portail dans les monts Apuseni, et en fait le paysage verdoyant des monts Apuseni se transforme petit à petit en paysage pierreux, assez desséché, de haute montagne au Tibet. Et en fait, ils cheminent sur un chemin au Tibet, et ils arrivent après à une grotte où une déesse à la peau bleue. Alors là, je vous ai mis Rama, Sita et leur suite. Pourquoi ça? Oui, je ne sais pas ce qui est arrivé en bas. Une déesse à la peau bleue, Machandi, remet à Radu Sinamar un parchemin qui contient des enseignements utiles pour notre époque. Et alors, Machandi indique qu'elle avait accompagné il y a 9000 ans Rama et Sita. Alors Rama et Sita, c'est dans une des deux grandes histoires sacrées de l'hindouisme, le Ramayana. Et Machandi indique qu'après ça, longtemps après ça, elle a été au 8e siècle, donc c'est maintenant plus proche de notre époque, la compagne et l'épouse et la disciple en même temps du deuxième Bouddha qui s'appelle le Padmashambhava, qui est le Bouddha tibétain du 8e siècle, et Yese Tsogyal devient aussi Bouddha. C'est une femme Bouddha, donc il y a dans les Bouddhas, il y a aussi Yese Tsogyal qui est une femme. Et donc il y a quelqu'un qui est ici, Dominique, là, qui est face à moi, qui m'a fait connaître la vie d'Yese Tsogyal, puisqu'elle a été écrite par des gens qui l'avaient suivie à l'époque, donc au 8e siècle. Et il y a une biographie de Yese Tsogyal qui est très intéressante, qui a été traduite en français. Et alors, dans le livre, il est indiqué que des enseignements, des secrets ont été cachés par Yese Tsogyal à différents endroits pour les générations futures. Et en fait, ce que la déesse bleue remet, c'est justement un parchemin trouvé dans une grotte. Donc ça colle complètement avec le bouquin de l'histoire de Yese Tsogyal. Alors là, il se trouve que j'ai eu l'occasion de faire un voyage en Inde au début de l'année, là. Et il y a des grottes Badami qui sont dans l'état du Karnataka, et c'est des grottes sacrées qui sont extrêmement intéressantes puisque certaines datent du 8e siècle. Et on va se trouver à des périodes où on va être beaucoup plus proche de toutes ces histoires sacrées. Et dans une des grottes, ici, alors les grottes sont sur un... C'est un peu difficile, ça doit être un peu difficile, pardon. Oh là là. Hop. Non, c'est pas ça. Je pars dans le mauvais sens, ouais. L'image, ouais, les grottes sont par là, il y en a une en bas, il y en a une par là, il y en a une par là. Et là, vous voyez les gens à l'entrée d'une des grottes, et il y a des peintures qui sont sur la face intérieure ici, mais des peintures de l'époque. Et alors, ce qui est intéressant dans ces peintures, alors le problème, c'est que là, vous voyez rien, je pense,
il y a ici il y a une déesse, enfin une femme à la peau verte, ici une autre à la peau verte, ici une à la peau blanche, et ici il y a un roi à la peau blanche. Alors moi j'ai fait une photo, mais ça c'est une image avec qui est restaurée informatiquement, qu'on peut trouver sur Internet. Dans la mienne, on voit bien, on les voit, mais vous verrez rien, quoi. Le problème, c'est qu'on voyait bien les deux personnes à la peau verte, on les voyait, quoi. Voilà. Donc c'est pour dire qu'il y a eu, à une époque donnée en Inde, des déités à la peau bleue ou à la peau verte. Et d'ailleurs, dans le musée voisin, il y avait l'ensemble de la fresque qui n'était pas réellement visible, mais il y avait à la fois des femmes à la peau bleue et des femmes à la peau verte. Alors, d'après Elena, ça c'est ses livres, c'est un de ses livres, c'est We Will Never Let You Down. Les Adaris, sur la première planète du système Olmécan, étoile Vega, dans la Lyre, ont leur peau qui a bleui, alors et peut-être verdi, alors je ne sais pas, peut-être tu en sais plus aussi là-dessus, mais dans l'intraterre, il semble qu'il y ait des gens à la peau verte. Voilà. Bon. Donc, en tout cas, tout ça s'est fini en Inde par une guerre terrible avec les Siakars, les mêmes dont a parlé Elena tout à l'heure, et ils sont connus dans les textes védiques comme des êtres comme des dieux venant du ciel. Des dieux venant du ciel, et effectivement c'est exact, puisque ce seraient des gens qui auraient émigré d'autres planètes pour venir en Inde à l'époque. Alors il y a des inscriptions qui sont au voisinage des grottes, et il y en a une qui est très intéressante parce qu'elle permet de dater un des textes sacrés indiens, qui serait, il y a eu une guerre terrible, et en fait elle serait datée de 3000 ans après Jésus-Christ. Avant évidemment, avant. C'est évident. Il y aura peut-être, mais on sera peut-être pas là. Ouais, 3000 ans avant. 3005, enfin c'est dit très précisément. Alors la remise du parchemin, donc le parchemin est remis, on n'aura pas... on aura la traduction dans un autre livre. Je ne vais pas traîner trop là-dessus. Alors après, le parchemin secret, c'est un livre non traduit en français. Donc maintenant, on va être que des livres non traduits en français. Alors les livres sont là sur la table. Voilà. Donc c'est des livres parus aux USA et en Roumanie évidemment. Et le parchemin secret. Alors le parchemin secret, il y a toute une série d'enseignements qui sont donnés au début du livre. Alors pas par César Brad cette fois-ci, c'est par une personne qui s'appelle Shanli qui vient leur donner un certain nombre d'enseignements. Et c'est par exemple la non-existence du diable. Le diable est créé par notre esprit à nous. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est la traduction du parchemin. Alors donc, il n'est pas traduit en français. J'ai traduit une partie qui m'a beaucoup plu, et je pense qu'elle devrait vous plaire aussi. O Tsogyelma. Alors, Yesé Tsogyal, c'est un diminutif affectif pour Tsogyal. Ma disciple de valeur, toi qui as déjà réalisé la vérité des deux premiers mondes, écoute-moi. La plus importante énergie venant de la réalité sans nom, Dieu le Père, est l'amour. Il est infini. Il représente l'élément d'unification et en même temps, il nous montre le plus haut pic. Mais alors là, il y a quelque chose qui a disparu. Ouais, il y a la barre des tâches qui cache le...
Ah oui, voilà, qui gouverne les mondes. Le plus haut pic qui gouverne les mondes. Voilà. C'est important. C'est pas moi qu'il faut applaudir, c'est Yeset Tsogyal. Et Padma Sambhava. Oui. Alors, après, le livre se termine dans les monts Restiers, qui est un petit massif de montagnes un petit peu plus au sud par rapport aux endroits qu'on a vus, et où se trouve l'ancienne capitale Das, Sarmizegetuza Regia, et où se trouve une vallée avec les forteresses d'As. Et dans le livre est décrit la découverte d'un passage par des archéologues, parce qu'après la chute de Ceausescu, il y a eu toute une époque où il y a eu énormément de fouilles archéologiques en Roumanie pour retrouver le passé ancien de la Roumanie et retrouver les bases de l'histoire de la Roumanie, autres que celles qui avaient été écrites par le régime de Ceausescu. Et donc ces fouilles, ils trouvent de manière complètement par hasard une cavité qui mène à un tunnel. Et dans le tunnel, petit à petit, les parois deviennent brillantes, il y a de l'or, et puis ça se termine par des parois entièrement en or des quatre côtés. Et on débouche sur une salle en or, avec une table en or, et autour, une série de trônes, tous en or. Et derrière le trône le plus grand qui était en bout de table, il y avait un genre de bassin, un genre de puits avec une margelle. Et au fond du puits, on voyait une planète bleue. En fait, la planète bleue, c'était plus probablement Europe, satellite de Jupiter. C'est ça ? Oui. Et en fait, il y a un jeune qui était venu pour aider aux fouilles, qui se penche sur la margelle, il est aspiré. Et après, il y en a un deuxième qui laisse sa peau, et après, il décide de murer, bétonner l'accès, et puis personne n'ira. Voilà. Pour le moment. Alors, la Sarmizegetuza Regia, c'est l'ancienne capitale d'As qui a été remarquablement, le lieu a été remarquablement restauré dans les années après la chute de Ceausescu. Et la dernière fois que nous avons été invités à rencontrer Tamarine Damascène en Roumanie, donc au début de cette année, nous avons été très très près de Sarmizegetuza Regia pour la rencontrer. Près de dans les monts Apuseni, là je reviens aux monts Apuseni, donc Rosia Montana, c'est les mines d'or, importantes mines d'or, mais exploitées depuis les Romains. Et c'est là qu'on a trouvé le squelette de 10 mètres. Alors nous, on a visité les mines, on peut visiter une galerie, voilà. Un petit musée sur l'or, et puis maintenant c'est exploité en mine à ciel ouvert avec des engins mécaniques. Et il y a un projet d'exploitation mine à ciel ouvert beaucoup plus grand, avec purification à l'arsenic pour extraire l'or, qui a été bloqué par des manifestations gigantesques en Roumanie, y compris à Bucarest. Alors, il y a une civilisation qui s'est développée dans cette région, et après le déluge, d'après le livre, c'est décrit dans le livre, donc le déluge 11 000 ans avant Jésus-Christ, qui fait suite à la submersion de l'Atlantide. Et il y a eu dans cette région une civilisation d'un haut niveau spirituel en lien avec l'Inde. Et l'écriture apparaît, enfin des rudiments d'écriture apparaissent dès 5500 avant Jésus-Christ. Il y a des tablettes qui s'appellent les tablettes de Tartaria, sur lesquelles il y a une publication roumaine qui est
photographié. Oh, j'ai appuyé sur le dernier mauvais bouton. Voilà. Il y a un truc roumain, là, c'est ça. Et les tablettes, il y en a une qu'on voit là, mais vous n'allez pas pouvoir voir qu'il y a des inscriptions. Hop, je me trompe sans arrêt de bouton. Ouais, voilà. Bien. Alors, on retourne à la cavité sous le Boucetji. Très peu de monde a pu visiter cette cavité, mais il y a quelques politiques et quelques scientifiques du monde entier qui ont pu aller soit dans la cavité, soit dans une réplique, enfin un endroit où il y a des choses proches de ce qu'il y a dans la cavité, qui existent pour information, mais où très peu de monde a eu accès. Et donc il y a le tunnel vers la terre intérieure dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors il se divise en deux en fait. Il y a une partie qui va aller vers la terre profonde et une autre partie un peu moins profondément. Et ils vont dans un des tunnels. Alors là c'est ils arrivent dans une grande cavité à partir du mont Boucetji. Ils arrivent dans une grande cavité et là ils ont un genre d'ascenseur mais qui descend à toute allure, puisqu'il leur faut une demi-heure, une demi-minute je crois. Enfin, c'est très rapide, ils arrivent en bas, quoi. Ils arrivent en bas très rapidement, mais ils traversent à un moment des couches de magma, ils sentent la chaleur, mais ça se fait tellement vite qu'il n'y a rien, quoi. Il ne se passe rien. Et ils arrivent à une ville qui est sous Constanța. Constanța, c'est le grand port roumain sur la mer Noire. Et dessous, il y a une ville qui s'appelle Tomasis, sachant qu'à Constanța, il y a des fouilles qui ont révélé la ville de Tomis, qui était la ville romaine à l'époque où la Roumanie était dominée par les Romains. Alors, on a été, à l'époque, nous, voir un petit peu Constanța. Alors, c'est un port comme... ça ressemble à Rouen, Saint-Nazaire, tout ça, c'est des grands ports, quoi. Et il y a un musée fort intéressant à Constanța avec les résultats de fouilles archéologiques locales, quoi. Et une grande mosaïque aussi. Alors, le livre continue sur une description de la Terre creuse par rapport à la conception habituelle. La conception habituelle, c'est il y a des sphères de matière de plus en plus denses avec un cœur en nickel-fer dont le noyau central serait en fusion, le nifé. Et en fait, la conception qui est développée dans le livre, c'est une conception extrêmement différente où il va y avoir seulement une croûte à la surface qui va être ce qu'on connaît, avec des cavités, avec du magma dont on parle dans la science, et à un moment donné, une zone un centre de gravité, en quelque sorte, où on va avoir après la même chose à l'envers, quoi. C'est-à-dire on va se retrouver vers petit à petit arriver, je me trompe toujours de bouton, on va arriver petit à petit à une zone où on va avoir à nouveau des montagnes et à nouveau des mers, mais dans l'autre sens, la tête en bas. Sachant que la gravité sera quand même, on aura quand même les pieds sur terre. C'est-à-dire il y a un centre de gravité au milieu. Alors c'est épais, c'est très épais. C'est-à-dire on va dire que ça va être de 4000 km en fait. Le noyau central, l'espace vide au milieu, il est beaucoup plus petit que ce qui est marqué sur le dessin là. Oui, alors ça, c'est
la conception de la Terre traditionnelle, et ça c'est la structure réelle de la Terre. Vous voyez qu'il y a un vide central avec un trou noir au milieu, c'est-à-dire que le Soleil central sera un trou noir qui rayonne. Donc ils ont quand même un rayonnement, mais ils sont à un autre niveau vibratoire, c'est-à-dire qu'en fait, si on traversait, c'est ce qui est décrit dans le livre, si on traversait en ascenseur, on va dire, pour imaginer les différents niveaux, à un moment donné, on ne verrait plus rien. On ne verrait plus rien parce que le niveau vibratoire a changé. Et en fait, bon, je pense que c'est ce que nous dira aussi Tamarinda tout à l'heure. Donc la structure de la Terre n'est pas du tout celle qui est trouvée par la science, quoi, d'après les livres. Et alors il y a eu un sondage à la presqu'île de Kola qui a été fait, mais il a été fait à 12 km 262. Quand on va voir les villes souterraines qui sont décrites dans le bouquin, c'est bien plus profond que ça. Donc on n'est plus du tout. Alors ils arrivent, donc il y a Thomas VI qu'on a vu tout à l'heure. Alors Thomas VI, il faut imaginer qu'on est à plus de 2000 km de profondeur. C'est-à-dire très très bas, c'est-à-dire sous déjà des couches de magma. Et ils vont remonter avec un véhicule très curieux, qui est un petit véhicule avec des plaques dessus qui sont des transformateurs de champs magnétiques. Alors après, bon, il y a des explications qui sont données dans le livre, mais je ne vais pas me lancer dedans parce que ce serait difficile à expliquer. Et ils vont remonter, sachant que la distance entre Thomas VI, qui est ici, qui est déjà sous des couches de magma, hein, ça c'est là, vous avez le trajet qu'ils ont fait en ascenseur ultra rapide. Là, ils vont monter dans un véhicule qui va pouvoir traverser la roche en changeant de niveau vibratoire. C'est-à-dire qu'il ne va pas se mettre au même niveau vibratoire que la roche, donc il va pouvoir passer au travers et rejoindre l'autre cavité qui est 1500 km plus haut. Donc on est à des échelles très très loin de ce que peut imaginer la science actuelle par rapport à la connaissance qu'on a de ce qui est à l'intérieur de la Terre. Il y a quand même quelque chose de très intéressant, c'est la présence d'eau qui est énorme, même dans le forage qui a été fait en Russie, quoi, sur la presqu'île de Kola. Alors quand ils arrivent ici, dans la deuxième cité, c'est une cité qui paraît assez futuriste par rapport à Thomas VI, avec des bâtiments extrêmement vitrés, mais aussi des ruisseaux, des rivières, de la nature, des arbres, des plantes, etc. Et des formations rocheuses de la voûte et des gigantesques colonnes. Alors les colonnes, c'est simplement du magma solidifié. C'est de la lave, si vous voulez, c'est de la lave. Alors ces cavités, c'est tout simplement des cavités laissées vides par de la lave volcanique qui est sortie dans les éruptions volcaniques. Alors là, c'est un petit peu, c'est une coupe sous Apellos. Apellos, c'est donc la deuxième ville. On va peut-être pas trop traîner. Là, c'est intéressant, c'est ce qui est décrit dans le livre comme la taille de la cavité souterraine. Si vous voulez, vous allez avoir des gigantesques tunnels, dont certains vont s'élargir à des endroits. Et l'endroit où il y a la ville de Thomas VI, donc où ils sont arrêtés en dernier, là, c'est par ici. C'est là.
Donc vous avez tout ça qui est vide, mais vide sur des longueurs, des largeurs très importantes, c'est-à-dire c'est en kilomètres, quoi. C'est pas... Et là, la longueur du début de la cavité telle qu'elle est décrite dans le livre, alors on n'a pas l'origine là, parce que c'est trop bas, c'est en dessous encore. Là, il y a Rosia Montana qui est par là, et qui est vraiment sous la cavité de la mine. Et la longueur totale jusqu'à la ville d'Oradea, qui va être proche de la frontière hongroise, en fait, il y a 200 km, 215 km de vide, donc à la profondeur où se trouve Apelos. Alors ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. C'est très près de Rosia Montana, il y a un site qui s'appelle Detunata, où on a voulu aller en revenant de chez Tamarinda là, il y a quelques temps. Et en fait, on s'est fait avoir parce qu'il y a eu des grandes tempêtes de neige. Donc on a trouvé un hébergement à côté, mais on a été sur le sentier qui menait aux orgues basaltiques. On voulait y aller, mais c'était impossible. Par contre, quand on s'est retourné, on a regardé, y avait des traces d'ours, de pattes d'ours sur le chemin dans la neige. Voilà. Mais on n'a pas vu d'ours. Hein. On n'a pas vu d'ours. Alors ça, c'est des photos, donc on n'a pas pu les voir en fait. Hein. C'est ce qu'on aurait dû voir si on n'avait pas eu la tempête de neige. Mais il y a des orgues basaltiques absolument gigantesques. Et le basalte, c'est quoi? C'est de la lave volcanique refroidie. Donc quand on voit les vides sous, enfin les vides où on circule maintenant, le contenu des vides, il est là-haut, hein, il est dans les orgues basaltiques. Alors, après, ils vont sur un autre portail dans le parc de Yosemite, dans la Sierra Nevada, et là encore, ils vont accéder à des endroits souterrains, mais plus profonds, c'est-à-dire on va s'approcher beaucoup de ce qu'est vraiment la terre intérieure, parce que là, pour le moment, on est juste dans des grottes, des grandes cavités entre notre croûte terrestre et la croûte terrestre de l'intérieur. Tandis que là, maintenant, on va aller vraiment sur la surface de la croûte terrestre de l'intérieur. Et donc, il y a un premier site qu'il voit, là, où il y a de la végétation, où il y a des animaux, des arbres qui sont surtout des genres de palmiers, un animal qui est un genre de varan. Et ils arrivent vers une petite cité qui s'appelle Utala et qui semble assez ancienne d'après le type de construction. Et au loin, ils voient Shambhala. Mais Shambhala, ils ne le voient pas vraiment parce qu'en fait, c'est un niveau vibratoire qui est plus important. Sachant que, pour être là, ils sont déjà à un niveau vibratoire qui n'est pas le nôtre. C'est-à-dire s'ils avaient été faire cette visite sans préparation et sans élever le niveau vibratoire, ils ne voyaient rien, quoi. Hein, voilà. Donc là, vraiment, là, c'est encore le niveau du dessus. Alors après, il y a un autre livre, Forgotten Genesis. Alors celui-là, c'est un petit peu un clou dans la série. C'est la Genèse oubliée. C'est tout ce qu'on a occulté de la vraie histoire de l'humanité. Alors, il y a Elena qui en a dit déjà des allusions à un certain nombre de choses. Voilà. Alors, c'est abordé d'une autre manière dans Forgotten Genesis. Ça colle en général pas trop mal. Voilà. Alors, la communication, elle se fait à partir de gens d'Apelos qui ont des dispositifs qui permettent des lunettes avec des écrans d'information de données et qui permettent aussi de voir des projections holographiques sur un écran qui se font à la surface, hein, c'est-à-dire dans un lieu à Bucarest qui n'est pas révélé évidemment, mais où les gens d'Apelos se vont, y compris pour faire du commerce, hein, parce qu'en fait, ils peuvent faire un petit peu de fabrication dans Apelos, le vendre à la surface en Roumanie, acheter des produits en Roumanie, puis après les descendre à Apelos pour les consommer.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Histoire de l'humanité, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une première intervention sur les primates. Alors, les primates, ça va être enfin, ce qu'il y a avant Homo sapiens sapiens, ça doit être du Homo erectus, Homo habilis, je ne sais plus très bien. C'est un des deux. Et il y a une intervention il y a 432 700 ans avant Jésus-Christ qui vont utiliser l'influence d'une configuration stellaire, mais pendant une longue période. Ça va être influencer l'évolution de l'ADN faiblement, on va dire, mais sur une longue période, pour diriger l'apparition de certaines liaisons dans l'ADN. Alors, je ne vais pas détailler parce que, alors il y a un certain nombre de symboles dans les liaisons de l'ADN qui vont s'insérer ou apparaître, en particulier un symbole EN, EI, un symbole T, et après amener vers une évolution différente des descendants humains. En particulier, on fait focaliser des rayons cosmiques par rapport à l'alignement stellaire de l'époque pour des fréquences communes désignées par un symbole dans des chaînes d'acides aminés. Alors, tout ça, ça va donner une première évolution des humains de l'époque, mais qui n'est pas encore nous. Et après, il y aura une seconde intervention. Alors là, on va revenir à des choses très proches de ce qu'a dit Elena tout de suite. C'est que il y a eu à une époque une terrible guerre qui survint alors attendez, il manque un petit peu de choses. Il manque un petit peu de choses sur l'image. C'est 204 000, je crois que c'est 200, je sais plus, 4500, 600 avant Jésus-Christ. Et en fait, il y a un vaisseau qui est peut-être Nibiru d'ailleurs, qui est gravement endommagé et il nécessite de l'or pour être remis en état. Et en fait, on va faire travailler des préhumains de l'époque, ceux qui avaient déjà eu la première transformation mais qui ne sont pas encore des humains. Et en fait, après, il va être décidé de faire une deuxième transformation. Donc là, on repart sur ce qu'a dit Elena. Et il va en sortir 2 branches humaines. Une branche humaine avec ADN extraterrestre dominant, qui est les EN, décrits dans le livre, ENL. Les êtres ENL dans lesquels il y a Adam, mais il y en a d'autres, c'est-à-dire il y a plusieurs branches, et il y a des branches avec l'ADN préhumain, dominant, mais quand même de l'ADN extraterrestre, qui vont donner les ENK. Et les ENK alors, sont plus résistants, et en fait, ils vont devenir dominants petit à petit. Alors, Adam est effectivement un ENL. Il a une branche où il y a majorité d'ADN extraterrestre. Alors, après, il se passe plein de choses. C'est-à-dire, il y a donc l'achèvement de la transformation menant aux ONL et aux ENK, là, voilà les dates, c'est 368 000, 367 000 avant Jésus-Christ. Après, hélas, il y a les reptiliens et d'autres populations extraterrestres négatives qui viennent agir sur Terre. Plusieurs grandes civilisations qui quittent l'Alliance galactique. Et il y a 100 000 ans, une guerre terrible. Des tensions qui continuent il y a 90 000 ans jusqu'à 72 000 ans, qui débouchent à nouveau sur une guerre féroce sur le territoire de l'Europe il y a 50 000 ans. Donc ça, c'est dans Radio Cinéma. Et
une importante évolution spirituelle de certains êtres ENL amène à leur séparation il y a 27 500 ans. Et ils vont s'établir dans l'Agartha. Ils vont s'établir en dessous. Alors, l'Hyperborée, ce qui a été décrit dans le livre de Radu Sinamar sur l'Égypte, dont je vous ai parlé tout à l'heure, cette civilisation d'éleveurs et 5 minutes, oui, je suis presque à la fin, là. Et apiculteurs très calmes, qui est la civilisation hyperboréenne. Elle s'est développée dans toute une partie de l'Europe et de l'Ukraine, enfin Roumanie, Ukraine, etc. Et après, petit à petit, les contacts avec l'intraterre et les contacts avec le niveau spirituel ont diminué de plus en plus avec l'influence des reptiliens. Et on va arriver à la situation actuelle, quoi. Les contacts, la baisse de niveau vibratoire devient générale. Et il y a une cité qui est construite en Turquie. Et après, il y a un conseil planétaire à Teotihuacan. Alors Teotihuacan, c'est une cité qui est au Pérou, si je ne me trompe pas, qui est une réplique d'une cité de Sirius. Mexique, excuse-moi. Bon, on va essayer d'accélérer un peu. Alors l'Atlantide, il y a un cataclysme en 3 fois. Et en Atlantide, il y a une division entre 2 fractions de la société, une qui regroupait les sages plus au niveau spirituel et les autres qui étaient des techniciens, des scientifiques, mais qui sont restés les derniers et qui se sont fait engloutir plus que les autres qui étaient partis en grande partie. Voilà, ça c'est sur l'Atlantide, hein, c'est des images de l'Atlantide. Alors il y en a qui existent, qu'on peut trouver sur Internet. Donc le groupe, il y a un concile, le cataclysme sur l'Atlantide, le dernier cataclysme fait que l'énorme pyramide qu'il y avait en Atlantide est submergée et qu'un groupe vient en Égypte. Alors là, c'est la partie bleue, c'est-à-dire plus spirituelle des Atlantes, qui vient s'établir en Égypte et il va être décidé la construction des 3 pyramides que nous connaissons. Alors ça va se faire avec un groupe, un commandement à 3 têtes, hein, ça va être 2 de Sirius, 2 des Pléiades et 2 Atlantes. Et ils vont piloter la construction des pyramides. Alors la mine se trouve dans le sud du Tchad, le sud de la Libye, près de la frontière tchadienne, où il y a effectivement d'énormes plateaux de pierres. Donc les pierres vont être découpées là à la bonne dimension, amenées par cargo à antigravitation en Égypte sur le site des pyramides. C'est-à-dire il y a une image là, alors que vous aurez du mal à voir, où il y a ici il y a une zone de stockage et les pyramides sont là, sont dessous. Donc en fait, c'est quand même des Égyptiens qui vont bosser ils vont faire l'assistance à la mise en place des pierres, mais en fait, le reste s'est fait automatiquement avec de l'antigravité. Alors donc, ça fait qu'en 25 ans, ils ont fait les 3 pyramides, y compris le plateau autour. Et alors, il y a une histoire qui suit, c'est l'histoire du Sphinx. Parce que le Sphinx, faut voir que la mer Méditerranée a énormément monté, hein, puisque avant, il y a eu la glaciation. La glaciation, la mer, elle était 110 mètres plus bas que maintenant. Et donc la mer, elle a monté progressivement. Et à un moment donné, les 2 lions qu'il y avait de part et d'autre de l'embouchure du Nil et la ville d'Élénas qui était sur le bord du Nil, mais près de l'embouchure, tout ça se retrouvait petit à petit submergé.
Et donc, il y a, Elenas commençait, et la ville commençait à être submergée petit à petit. Un des lions qui était sur le bord du Nil était déjà tombé s'était déjà effondré dans la mer. Et donc, ils ont décidé de sauver le second lion et de le sortir et de le réimplanter à côté des pyramides, et c'est le Sphinx actuel. Ce qui explique l'usure par l'eau de la base du Sphinx. On va bientôt arriver à la fin. Alors, les Anunnaki sont un petit peu évoqués. Comment ? On est en retard de 15 minutes. Alors, attends, je vais en 3 mots dire le... Alors, bon, les Anunnaki, bon, c'est évoqué. Le 7e livre, on a une salle souterraine en Irak avec un siège du même genre que ceux qu'on avait trouvé dans la salle en Égypte. Bon, ils vont essayer de le dupliquer, hein, c'est la chose qui est décrite. Bon, là, je saute un petit peu. L'origine de la Lune, donc la civilisation de Sirius s'est rendu compte que la vie sur Terre ne pourrait pas se développer s'il n'y avait pas de satellite, parce qu'il n'y avait pas de satellite à l'époque. Donc ils décident d'en amener un. Ils éliminent la possibilité de prendre une lune de Saturne ou de Jupiter, et ils décident de sacrifier un de leurs vaisseaux mères, un peu usagé, pour faire un satellite à la Terre. Voilà, donc la Lune, elle est là, et elle va tout de suite absorber les couronnes de poussière qui étaient dans l'atmosphère au-dessus de la Terre, et ce qui va éclaircir énormément le ciel au niveau terrestre, ce qui va permettre de meilleures conditions à la vie sur Terre, l'apparition des fleurs, le développement des mammifères, et ce qu'on connaît, la suite, c'est-à-dire nous. Ouais, je vais m'arrêter. Merci beaucoup, Daniel. Alors...